Chacun derrière un abri ou dans un trou, nous attendîmes patiemment le lever du jour. Nous apprîmes par la radio que le dispositif d'encerclement avait été mis en place l'après-midi. Il se composait de 3 boucles. Tout d'abord notre régiment, au contact des Fels, puis quelques centaines de mètres derrière nous, un autre élément de bouclage. Enfin, plus à l'arrière, un réseau de barbelés piégés à l'aide de mines éclairantes. C'était la première fois, du moins à ma connaissance, qu'un encerclement avait lieu avec autant d'effectifs et de barbelés. Plus de 10 000 soldats luttaient contre un nombre inconnu de Fels, mais qu'ils croyaient élevé. Parfois, au cours de l'après-midi, le capitaine me demanda si je n'avais pas peur. Dès la fin du premier assaut, il m'adressa la parole et me dit « Je t'avais dit l'autre soir qu'Allah était toujours avec moi et qu'à chaque fois un miracle se produisait pour me tirer d'une situation critique. Mais aujourd'hui Allah est de l'autre côté avec les Fels. Je me demande comment cela va se terminer. » Il ne lui restait qu'une semaine à commander la compagnie avant la retraite. Caché derrière un rocher, à 1 mètre de lui, j'attendais que cela se passe. Et pendant les assauts, je courais 5 à 6 mètres derrière lui. La nuit, nous nous tenions côte à côte, en compagnie du radio, derrière un rocher. Au cours des combats de l'après-midi, nous n'avions eu que 4 blessés, 2 dans chaque section. L'adjudant de la 2e section, mon bourreau, devrais-je dire, un ivrogne invétéré, buvait du vin dans sa gourde lorsque soudain une rafale perça le bidon et lui brûla un côté de ses longues moustaches. Mais il fut indemne. Cette anecdote nous fut narrée après le combat, mais il nous fallut bien constater la présence de 2 trous dans le bidon et un côté de sa moustache plus long que l'autre. Pendant la nuit, les Fels tentèrent à plusieurs reprises de forcer le barrage à des endroits différents, mais sans réussite. Le bouclage tenait bon. À 3 heures du matin, le tir cessa et seul subsista le bruit des explosions provoquées par l'artillerie qui, sans relâche, pilonnait la position supposée occupée par les rebelles. Des fusées éclairantes fabriquées un soir artificiel. À 6 heures, nous reçûmes d'autres munitions et à 7 heures, l'assaut final fut déclenché. Nous devions rejoindre coûte que coûte la compagnie, logée en bas de la pente. Nous fîmes 15 à 20 mètres de course, puis quelques minutes d'arrêt, le temps de fouiller les corps que l'on rencontrait et de récupérer les armes et les papiers. Près de 200 mètres nous séparaient de l'autre compagnie. Mais nous ne rencontrions plus qu'une faible résistance. Des hommes tués par l'aviation et l'artillerie gisaient sur le sol. Quant à ceux qui vivaient encore, les tirailleurs les achevaient systématiquement, tirant sur tout ce qui bougeait. Il nous fallut près d'1 heure pour franchir la distance qui nous séparait de la compagnie encerclée, qui nous vit arriver avec soulagement, car plus de la moitié d'une section avait été décimée à cause d'un bombardement effectué par erreur. Au-delà de la position occupée par la compagnie existait un faux plat d'environ 300 mètres, au flanc duquel une vingtaine de maisons s'accrochaient, qui furent toutes systématiquement fouillées et brûlées. Nous ne rencontrâmes pas âme qui vive. Toutes les habitations, tous les habitants gisaient, massacrés
par les Fels. 1 heure plus tard, la jonction avec les 2 compagnies descendues de l'Haute-Cotterêts signa la fin des opérations. Le bilan était lourd du côté des rebelles. 180 morts, dont plus de la moitié constitués par des civils sans armes. Du côté français, 20 morts et une vingtaine de blessés. Mais l'horreur de la situation, cette histoire l'a dit mieux que des chiffres. Un tirailleur de la 2e section aperçut quelqu'un bouger devant lui et aussitôt tira une rafale de PM. Il se précipita ensuite vers le cadavre pour récupérer l'arme. C'était son père. Le tirailleur, dans l'instant même, perdit la raison, obligeant ses camarades à le désarmer pour lui éviter de commettre le pire. Évacué par hélicoptère dans un hôpital, il en sortit 2 mois plus tard guéri et revint dans son corps. Quelques jours plus tard, il déserta et mourut avec les Fels au cours d'un accrochage. Au cours de cette grande et longue opération, j'eus moins peur que les fois précédentes. L'habitude peut-être. Certes, pendant les 3 assauts, je tremblais, mais au retour, la peur avait disparu. Ce que je retins de cette aventure, ce fut le comportement du capitaine, habituellement agressif, l'air courageux et volontaire. Et ce jour-là, jour de son dernier combat, semblant un peu bleu, tremblant de peur, et demandant d'en finir avec l'armée pour rejoindre sa famille, afin d'oublier ces 25 années d'aventure. Mais ce fut surtout le drame du tirailleur parricide. Sans le moindre choix possible, le père avait été rangé aux côtés des Fels et le fils fait prisonnier des Français avant de devenir tirailleur. Opposés l'un à l'autre malgré leur volonté, et cela par la faute de leur frère, ils durent périr tous les 2. Un massacre de 180 personnes frappe. Mais la mort d'un père, tué par son propre fils, vous touche plus durement. Devant un tel drame, l'indignation, le dégoût et l'écœurement vous étreignent, et l'on se demande si vraiment nous avons une âme pour en arriver à de pareils actes. Le lendemain, le remplaçant du capitaine arriva à la caserne. Pour fêter la prise de commandement de son successeur et son départ, le capitaine organisa un repas auquel j'étais convié presque en tant qu'invité d'honneur. Ce jour-là, il me déchargea de tout service, me disant qu'il m'invitait à boire et à manger. Jamais je n'avais bu la moindre goutte d'alcool. Aussi lui répondis-je, d'accord pour manger, mais non pour boire. Il insista, rétorquant que c'était pour lui faire plaisir. Il reprit. Hier, tu as été mon compagnon du début à la fin. Alors ce n'est pas maintenant que tu vas me lâcher. Il réussit à me faire avaler 2 ou 3 verres de pastis avant le repas. Puis au cours de celui-ci, il me versa un verre de vin que je dus boire et aussitôt, je ressentis les effets de l'alcool. Très gai, je ne demandais qu'à boire. Je me souviens avoir absorbé 4 ou 5 verres supplémentaires, mais la suite des festivités m'échappe complètement. Je me suis éveillé quelques 24 heures plus tard, dans un état épouvantable. J'éprouvais une douleur à la tête.
Je vomissais partout, et la simple odeur de l'alcool me provoquait des nausées. Je fus malade toute une semaine. Je n'ai su bien plus tard ce que j'avais fait. J'avais bu énormément de vin pendant le repas, et à la fin de celui-ci, toutes sortes d'alcool. Puis, je m'étais étendu au soleil dans la cour. Dans la soirée, on m'avait emporté dans ma chambre. Depuis ce soir, l'odeur des boissons alcoolisées suffit à m'écœurer. Le départ du capitaine eut lieu 2 jours après. Avant de partir, il m'appela dans son bureau, m'invita à m'asseoir et me dit : « J'ai parlé de toi à mon successeur. Tu peux avoir confiance en lui. Il te protégera comme je l'ai fait. Pendant les opérations, tu marcheras avec lui jusqu'à la guérison de l'adjudant. » L'un comme l'autre, nous étions gênés au moment de nous dire adieu. Il me tint longuement la main et je lisais la pitié dans ses yeux. Ce départ tant attendu, tant souhaité, il arrivait enfin. J'aurais voulu le voir heureux, content de partir. Mais en cet instant, il ne pouvait détacher sa pensée de tous ceux qui, derrière lui, restaient. Moi, en particulier, de tous ceux qui demeuraient plongés dans cette tragédie. Enfin, en tapant sur l'épaule affectueusement, il me dit adieu et me souhaita bonne chance. Je restai muet et regagnai ma chambre, le cœur serré, les larmes aux yeux.